Alors quand j'ai appris que, il y a quelque temps, que la France s'engageait au Mali, envoyait des forces pour combattre les islamistes, j'ai trouvé que c'était courageux, que c'était surprenant. Et que ça ne louvoyait pas encore. Puis j'ai imaginé un peu la scène des présidents africains assez improbables qui courent au secours, à l'aide, parce qu'ils n'ont pas de vrai ancrage et de vraie force. Et donc la France va à leur secours, très bien. Et puis on s'aperçoit, et tout le monde le dit, qu'elle est seule. Et c'est vrai qu'elle est seule là-bas à combattre, mais un peu de réflexion montre que les Européens et même les Américains peuvent donner des petites aides matérielles, humanitaires très limitées. Mais pourquoi ils accourraient à l'aide alors que la France a retiré ses troupes d'Afghanistan où elle combattait les mêmes personnes, les mêmes islamistes, à des fins électorales, pour montrer que nous, on n'est pas impliqués dans la lutte contre le terrorisme, etc. Or, l'implique, c'est ce que j'apprécie, c'est que l'histoire vous court après, vous rattrape, et ressort au Mali en disant, ben voilà, on est là, qu'est-ce que vous faites? Bon, là, on vient, on y va. Et je pense que ce type d'inconséquence, qui explique beaucoup de choses, et révèle en fait qu'il n'y a pas une pensée un peu élaborée sur l'islam radical. C'est comme si c'était des bandes armées comme ça, d'excités, qui ont fait une mauvaise lecture du Coran, etc., des Mohamed Merah qui se mettent en bataillon, etc. Et en fait, il faut prendre la mesure d'un phénomène que l'Europe n'arrive toujours pas à intégrer, c'est que dans le discours fondateur, il y a une vindicte, une violence envers en l'occurrence les chrétiens, qui fait que, mais par ailleurs envers les juifs aussi, les juifs et les chrétiens, les gens du livre, qui fait que ça va de soi qu'on est hostile dans ces pays. Et j'ai entendu un juge antiterroriste dire regardez comment Al-Qaïda a bien travaillé. Il y a eu un moment de liesse en Irak, quand la foule a dévissé la statue de Saddam Hussein. Un an après, tout le monde crachait sur les Américains. C'est une totale illusion. Un an avant aussi, s'ils se promenaient dans les mosquées, dans les quartiers, dans les souks, on vomit les Américains et on vomit les chrétiens, les croisés, les juifs, les gens du livre, etc. Ça fait partie du discours ordinaire. C'est pas... voilà. Les Américains ont joué une carte, c'est pathétique, qui est la carte de la divisibilité. Ça veut dire si un groupe islamique est sensible à l'aide qu'on apporte au pays, ou ces individus, s'ils sentent qu'on apporte une aide, alors ils vont être divisés. Ils vont se diviser intérieurement entre un discours fondateur très violent et très hostile, puis un discours convivial. Et en réalité, jusqu'à présent, le discours fondateur est beaucoup plus dynamique que tout le reste, et c'est lui qui attire des gens qui veulent se convertir, c'est-à-dire qui veulent avoir une identité solide, cadrée, qu'on leur dise quoi faire, etc. Et donc, ce même juge disait « Ah, évidemment, si un jour il y avait un musulman charismatique qui se levait, qui dirait « Non, il y a un islam d'amour, de paix, de tolérance, de convivialité », et il ne se demande pas pourquoi ce monsieur ne se dresse toujours pas pour tenir un tel discours, et pourquoi il prend tout ce temps pour se dresser. C'est qu'il faudrait qu'il assume un double discours de façon criante, c'est-à-dire un discours fondateur qui dit
tout ce qui n'est pas musulman, c'est des pervers ou des imbéciles, etc. Et Allah, il est uniquement du côté des musulmans et que les autres sont des gens à jeter. Et donc, c'est très difficile. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile d'imaginer et de voir des manifestations massives de gens, de musulmans anti-intégristes. Ce que les révolutions arabes ont apporté de mieux, c'est justement de confronter intégristes et modérés ou laïcs sur le terrain, sur des problèmes concrets. Mais là, c'est pas encore joué.